années avant, vers 1896, il y avait déjà eu des massacres d'Arméniens, à peu près 200 000 personnes. Donc ma famille, en fait, comment elle a vécu, c'est que tout simplement, il y a eu très peu de survivants. Mon arrière-grand-mère était très jeune, elle a été cachée par sa belle-mère. À l'époque, son mari s'inquiétait de ne plus avoir de nouvelles de la famille de mon arrière-grand-mère. Il est parti dans son village et n'en est jamais revenu. Sa belle-mère s'est doutée qu'il se passait des choses. À cause de l'histoire, de ce qui s'était passé déjà dans le passé, elle lui a dit « cache-toi ». Et quand des hommes sont venus pour arrêter, c'était des gendarmes, cette belle-mère l'a cachée, a menti, elle a dit « elle est partie rejoindre son mari ». Elle l'a cachée sous son siège. Elle était cachée sous des couvertures, elle s'est assise dessus, ils sont rentrés, ils ont fouillé la maison, ils n'ont pas retrouvé, ils sont partis. Elle a rencontré plus tard quelqu'un qui faisait partie de la résistance, et elle a dit à ce jeune homme « est-ce que tu peux embarquer ma belle-fille? C'est très dangereux, j'ai envie qu'elle survive ». Et ils sont partis tous les deux. Comment votre famille a vécu après le génocide? Alors, ils ont eu des difficultés, c'est-à-dire qu'en fait, les gendarmes étaient présents, il y avait aussi des milices qui tournaient pour arrêter. Au départ, c'était à peu près vers le génocide en 1915, donc tout de suite, c'était d'abord les élites qui ont été arrêtées, il y a eu les hommes qui ont été raflés, il ne restait que les femmes, les enfants, les vieilles personnes, donc elles avaient peu de moyens de se défendre, donc elles ont trouvé ce résistant. Elles ont eu elle l'a suivi et il y a eu tout un parcours péripéties pour s'enfuir déjà de l'Empire ottoman. Ils ont passé la frontière, ils ont été recueillis. De ce couple improbable est née ma grand-mère durant cette marche forcée, cette évasion de la Turquie, et ça a été très très long en fait pour eux. De vivre dans des camps, de vivre comme ça pendant à peu près 2 ans. Ma grand-mère est née pendant ce trajet-là. Et ils sont arrivés assez tardivement, grâce à des passeurs, arrivés sur Marseille, qui était une des terres d'accueil. Il y en avait assez peu dans le monde. Tout d'abord, il n'y a pas eu de parole, en fait. Je savais que j'avais un nom arménien. Ça a été déjà une surprise de savoir que des professeurs d'histoire en savaient plus que moi. Il y a eu des interrogations et ma tante m'en a parlé et m'a dit que c'était pas un secret, mais qu'en tout cas, la famille n'avait pas envie d'en parler. Que souvent, au niveau des enfants, petits-enfants, arrière-petits-enfants, il y a un poids familial de ce génocide, et le fait de la parole et de la transmission. Moi j'en ai parlé à ma fille, je lui ai expliqué ce que c'était, et c'est plus facile à vivre que d'apprendre ça par un professeur, de faire soi-même ses recherches, de se poser des questions, et de se rendre compte qu'il y a une sorte de silence familial. Et j'ai compris plus tard pourquoi le silence familial, parce que c'était douloureux de se dire que, par exemple pour le cas de mon arrière-grand-mère, elle a laissé sa belle-mère, elle sait que son mari a disparu, son père qui était lui-même enseignant, plus de nouvelles, sa famille, ses frères, ses sœurs, les cousins. Ils ont laissé beaucoup de monde derrière eux, et c'était le choix de survivre, mais du coup d'abandonner ses biens et sa famille. Donc c'était une souffrance, et encore aujourd'hui, moi je trouve qu'il est important d'en parler, pour que justement ça ne soit plus une souffrance et un poids, mais plutôt quelque chose un geste de mémoire envers ceux qui sont restés là-bas, et aussi un geste pour les générations futures, pour dire que ce qui s'est passé, ça arrivait par le fait de gens que l'on connaissait, des voisins, des gendarmes à qui on faisait confiance. Donc vous élèves, vous me posez des questions et je vous réponds. Et ça m'a déclenché des choses par rapport à ma famille, parce que j'ai posé d'autres questions, parce que j'avais des informations mais pas précises. Et moi ça va me permettre aussi d'écrire un livre et après de le transmettre à ma fille, qui servira dans la famille pour transmettre la parole, parce qu'à un moment donné les personnes ne sont plus là, ma tante ne sera plus là pour raconter cette histoire, elle a plein d'informations, donc j'ai décidé avec elle en fait de faire un petit livre illustré. Et il y a eu beaucoup de la part des élèves de la bienveillance, c'est-à-dire des élèves qui avaient une idée, qui avaient un postulat de départ, c'est de dire tiens, aujourd'hui il y a des pays qui reconnaissent, il y a des pays qui ne reconnaissent pas, pourquoi? Et moi je vous expliquais en cours qu'en 1918 il y a des choses qui ont été réglées. Le gouvernement de l'époque, de 1915 et 16, il a été condamné. Et il y a une reconnaissance, et des pays ont reconnu. Mais en discutant avec vous, les nouvelles générations, ça vous ouvre l'esprit, et moi je trouve que c'est le plus important. C'était très, très beau et très passionnant de savoir votre J'ai bien aimé ce contact, vos questions, et encore vos questionnements aujourd'hui. Merci. Merci. Peux-tu te présenter rapidement, s'il te plaît? Je m'appelle Ivan Rejitsky, j'ai 18 ans, je suis ukrainien et je suis né à Kiev, en Ukraine. Qu'est-ce que l'Holodomor? Le Holodomor est le génocide des Ukrainiens commis par les Russes dans les années 1932 et 1933. Parlez-nous de votre famille qui a subi l'Holodomor.
J'avais plusieurs familles qui ont subi l'Holodomor, mais celle qui a subi le plus, c'était la famille de la part de mon père. Euh, ils vivaient dans la région de Tchernigiv en Ukraine. Ils vivaient dans un village qui s'appelait Bobrovica. Et ce village, il a subi l'Holodomor, du coup. Dans leur famille, ils étaient plusieurs enfants et un jour, les soldats soviétiques sont venus et ils les menaçaient qu'ils vont les tuer s'ils donnent pas la nourriture. Du coup, ils étaient obligés de donner pratiquement toute la nourriture qu'ils avaient dans la maison. Après ça, ils avaient pas beaucoup à manger et dans quelques semaines, malheureusement, il y avait l'un des plus petits qui était mort. Et pendant cette soirée, quand il était mort, il y avait du coup la grand-mère de mon père, qui elle était en train de lui parler. Ils étaient en train de manger, ils avaient que 3 petits pois à manger par jour. Du coup, ils étaient en train de manger les petits pois et en plein milieu du discours, elle comprend qu'il ne répond plus. Elle le regarde et il est mort. Du coup, elle pleurait pas même. Elle était contente parce que elle pouvait manger ses petits pois. Ouais. Et après, dans une semaine, il y avait une soirée. Elle, pendant quelques jours, elle a perdu. Elle ne pouvait plus entendre. Elle est devenue sourde à cause de la faim. Du coup, il y a son père qui entend que quelqu'un toque dans la porte. Il a dit, il la montre avec les mains, va ouvrir la porte. Parce que lui, il a les genoux qui ont enflé, il pouvait plus marcher. Du coup, elle est partie ouvrir. Et il fermait toujours la porte parce que ils avaient peur des cannibales qui marchaient. Parce qu'avec la faim, les gens deviennent fous. Et ils perdent toute leur humanité. Et elle ouvre la porte et il y a sa mère. Et c'était pendant une pluie très forte et elle était toute trempée. Et c'était grave parce que elle est devenue malade. Et la même nuit, non seulement elle était enceinte, mais en plus elle était très malade. Et elle a fait naître une fille. Et ce jour même, la fille elle était morte à cause du manque de la nourriture pour et du coup, ils l'ont enterré près d'un arbre dans le jardin. Et du coup, une autre famille, c'était la famille de la part de ma mère. Elle était biélorusse. Elle était ramenée de la Biélorussie. Ils l'ont forcé de quitter son village près de Minsk. Ils l'ont fait ramener directement dans la région de Kiev. Ils sont rentrés, ils étaient dans des caravanes et ils faisaient rentrer les gens dans des villages. Et ces villages, ils avaient des drapeaux noirs. Ils savaient pas à l'époque ce que c'était et pourquoi il y avait des drapeaux noirs. Mais après, elle a su que c'était pour les villages qui ont été carrément exterminés, qu'il n'y avait plus personne. Tout le monde est mort de la faim et du coup, ils l'ont donné une maison, et ils ont dit, installez-vous. Elle rentre, et il y avait toutes les affaires, des habits qui ont été en train de sécher. Comme si les gens, ils étaient là il y a 20 minutes, ils sont partis se promener. Du coup, ils étaient assis pendant quelques heures en attendant ces gens, parce qu'ils croyaient que c'était une erreur. Ils pouvaient pas le croire. Et ben, voilà. Merci beaucoup. Moi, j'ai une question pour vous, Noélis. Est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi vous avez eu envie d'interroger avec vos camarades Ivan et pourquoi cette histoire elle vous intéressait particulièrement? Parce que on s'est dit qu'il y avait des gens autour de nous qui avaient vécu un génocide. Et là, c'était Ivan. Et on voulait en connaître un peu plus sur les différents génocides qu'il y a eu.
Bonjour, je m'appelle Caroline Lopez Nématé, j'ai 44 ans. Je suis la maman d'Enzo. Aujourd'hui, je vais répondre aux questions posées sur l'histoire de ma grand-mère paternelle qui s'appelait Gisèle Gominon-Maté, qui était de confession juive. Nous l'avons découvert depuis peu grâce à la généalogie. Donc c'est sa maman qui l'a cachée avec son frère et sa sœur durant la guerre 39-45. Elle était cachée dans une maison près de Vichy. Elle avait 10 ans. Sa mère a récupéré ses enfants après la libération. Elle en a beaucoup parlé. Ça l'a profondément marquée. Alors, tout d'abord, nous avons appris que nous étions juifs par des discussions dans notre famille. À un moment donné, j'en avais discuté avec mes parents. Et puis, c'est à ce moment-là qu'on s'est vraiment rendu compte qu'on l'était, puisque ça vient de ma grand-mère, mon arrière-grand-mère qui en a parlé à ma mère, donc il y a longtemps. Alors elle m'en a parlé maintenant parce que c'est moi qui posais des questions et du coup, je m'interrogeais. Non, je pense pas, non. Non. Je pense qu'ils ont juste pas pensé à le dire. Enfin, c'est un peu étrange, mais non, c'est pas un secret. Oui, c'est quand même heureux puisqu'elle a été vivante, donc non, je trouve ça positif et puis c'est nouveau quoi. C'est nouveau. Après le bac, je ferai des recherches en famille sur cette nouvelle identité en fait. Je suis heureux de faire ce projet avec mes camarades qui s'intéressent. C'est un moment aussi de partage.